La femme de ménage est moquée par les ingénieurs de l'entreprise, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle sache exactement comment résoudre le projet du PDG millionnaire. Les lumières blanches du bâtiment principal de la Tech Media baignaient les couloirs d'une clarté presque clinique, révélant chaque reflet sur le carrelage poli. Camille Moreau, 30 ans, poussait silencieusement son chariot de nettoyage comme elle le faisait depuis 4 années déjà. Chaque soir, à partir de 6 heures, elle devenait l'ombre bienveillante des bureaux vidés de leur agitation diurne. Elle saluait les rares employés qui traînaient tard, d'un hochement de tête respectueux ou d'un bonsoir murmuré avec douceur, souvent ignoré ou à peine gratifié d'un sourire distrait. La Tech Media, une entreprise de technologie en plein essor située à Lyon, était le théâtre d'innovations avant-gardistes, de réunions fiévreuses et de rêves numériques. À sa tête, Étienne Giraud, un milliardaire au charisme indiscutable, était reconnu pour ses idées audacieuses et ses ambitions presque utopiques. Ses discours visionnaires faisaient régulièrement la une des journaux économiques. Depuis quelques semaines, l'entreprise vibrait sous la pression d'un nouveau projet secret que personne ne semblait entièrement comprendre. On disait que cela changerait la donne dans le monde de la technologie, mais aucune information concrète ne filtrait, même parmi les ingénieurs seniors. Camille n'était pas une curieuse de nature, mais elle avait appris à observer sans se faire remarquer. Elle connaissait les habitudes de chacun, les horaires, les petits désordres laissés par précipitation. Elle savait quel bureau était toujours impeccablement rangé et lequel laissait traîner des tasses à café vides empilées sur les dossiers confidentiels. Pourtant, elle restait à sa place, modeste et professionnelle. Son uniforme bleu marine, toujours propre et repassé, était devenu presque invisible pour ceux qui se croyaient occupés à construire le futur. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle commença par les salles de pause, nettoya les traces de doigts sur les vitres, vida les corbeilles et désinfecta les claviers avec une délicatesse méthodique. Lorsqu'elle arriva dans la zone réservée au laboratoire de recherche, elle ralentit son pas. L'accès n'était pas strictement interdit, mais on la regardait souvent de travers lorsqu'elle s'y attardait trop. Elle se contentait d'entrer, d'accomplir sa tâche rapidement, puis de s'éclipser. Ce soir-là, une voix familière s'éleva d'un laboratoire encore allumé, accompagnée d'un éclat de rire, celle de Louis, un ingénieur jovial mais moqueur, souvent à la limite du mépris envers ceux qu'il jugeait inférieurs intellectuellement. Camille s'arrêta brièvement pour écouter, puis reprit son chemin. Elle n'avait pas encore croisé Étienne Giraud personnellement, bien qu'elle l'ait vu à plusieurs reprises traverser le hall entouré de collaborateurs empressés. Il semblait flotter au-dessus de la hiérarchie, avec cette aisance propre aux hommes qui ne doutent jamais d'eux-mêmes. Elle s'était souvent demandé quel genre d'homme il était dans l'intimité, au-delà du charisme médiatique et des lunettes rondes qui lui donnaient des allures de savant moderne. Camille termina sa ronde au 5e étage, là où se trouvaient les salles de réunion exécutives. Tandis qu'elle nettoyait les grandes baies vitrées, offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée, elle laissa son regard se perdre un instant dans les lueurs nocturnes. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, presque imperceptible. Elle aimait la tranquillité de ces moments où le silence remplaçait les discussions techniques et les bruits de claviers frénétiques. En quittant le bâtiment vers minuit, elle serra sa veste contre elle. La nuit était fraîche, typique d'un printemps lyonnais encore hésitant. Elle prit le tram comme chaque soir pour rentrer dans son petit appartement du quartier de la Croix-Rousse. En traversant la place des terreaux encore animée malgré l'heure, elle se demanda, sans vraiment y croire, si un jour quelqu'un dans ce monde d'algorithmes et d'ambition remarquerait autre chose que son balai et son badge d'accès restreint. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce monde si prompt à l'ignorer allait bientôt entendre son nom. La nuit tombait lentement sur Lyon, drapant la ville d'une obscurité douce interrompue par les lueurs des lampadaires. À l'intérieur du bâtiment ultramoderne de la Tech Media, Camille Moreau poussait son chariot dans les couloirs déserts, le ronronnement de ses pas amorti par les moquettes épaisses. Les bureaux étaient déserts, les postes éteints, les écrans noirs comme des paupières closes. Mais au fond du couloir réservé au laboratoire, une lumière vive filtrait sous une porte entr'ouverte, accompagnée de voix rieuses qui tranchaient avec le silence pesant du reste de l'étage. Camille s'approcha discrètement, les mains gantées posées sur le manche de son balai. Elle connaissait bien cette salle, le laboratoire principal où travaillaient les ingénieurs sur les projets classés confidentiels. Elle n'avait pas le droit d'y entrer sans autorisation, mais personne ne la remarquait jamais vraiment.
Elle se contentait d'attendre que les lieux soient vides pour effectuer son nettoyage, sans poser de questions, sans laisser de traces. Ce soir-là, pourtant, la porte était mal fermée et les voix à l'intérieur étaient trop fortes pour être ignorées. « Franchement, c'est tellement complexe que même la femme de ménage n'y comprendrait rien », lança une voix moqueuse, suivie d'un éclat de rire collectif. « Tu veux dire que même si on lui expliquait avec des dessins animés, elle décrocherait ?» ajouta un autre dans une ambiance visiblement euphorique. Camille se figea. Elle ne savait pas si la remarque visait quelqu'un en particulier, mais elle sentit cette brûlure familière dans la poitrine, ce mélange de honte, de colère et d'humiliation silencieuse. Elle ne bougea pas. À travers l'ouverture de la porte, elle aperçut brièvement une grande lousque blanche couverte d'équations, de schémas complexes et de flèches reliées entre elles comme les fragments d'un casse-tête futuriste. Son regard accrocha un détail, une formule posée dans un coin, entourée en rouge. Quelque chose en elle se tendit. Ce symbole, cette notation, elle la connaissait. Elle fit un pas en arrière, à peine audible, et repartit sans bruit vers la salle voisine, le cœur battant. Son esprit était déjà loin, absorbé par les lignes d'équations qu'elle venait de voir. Ce n'était pas la première fois qu'elle surprenait des bribes de conversation technique dans ce laboratoire, mais c'était la première fois qu'elle comprenait une partie de ce qui était écrit. Ce sentiment étrange de familiarité, cette intuition presque douloureuse qu'il y avait quelque chose de bancal dans le raisonnement affiché sur la lousque, refusait de s'éteindre. La nuit passa comme une épreuve. Camille nettoya les bureaux mécaniquement, son esprit toujours ancré dans l'image de la formule, dans les éclats de rire méprisants. En sortant du bâtiment, elle avait déjà pris sa décision. Elle ne dormirait pas cette nuit. Arrivée chez elle, dans son petit appartement sous les toits, elle posa ses affaires et se dirigea vers une étagère haute, poussiéreuse, où reposaient quelques cartons. Elle en sortit un vieux cahier à spirale, aux coins écornés, couvert de griffonnage et de notes manuscrites. Ce cahier datait d'une autre époque, d'une autre vie, avant les uniformes de travail, avant les horaires de nuit, lorsqu'elle était encore étudiante en ingénierie à l'université Claude Bernard. 2 années d'études brillantes, interrompues brutalement par un drame familial, qui l'avait contrainte à abandonner ses rêves pour subvenir aux besoins de sa sœur cadette. Elle feuilleta le cahier avec une lenteur presque cérémonielle, retrouvant des concepts oubliés, des schémas qu'elle avait tracés elle-même, des résumés de cours, des hypothèses. Ses doigts s'arrêtèrent sur une page où figurait une structure algorithmique très proche de celle qu'elle avait vue sur la lousque du laboratoire. Un frisson la parcourut. Il y avait une incohérence, une erreur de conception flagrante que seuls des yeux formés avec attention pouvaient détecter, une erreur que manifestement même les ingénieurs moqueurs n'avaient pas remarquée. Elle passa le reste de la nuit à comparer, recroiser, vérifier. Elle retrouva d'anciens manuels numériques sur son ordinateur, fouilla des forums spécialisés, relut ses notes. L'erreur était bien là. Un point clé du modèle sur lequel reposait le projet semblait faussé dès le départ, et tout s'emboîtait à partir de cette base erronée. Ce n'était pas un simple détail technique, c'était une faille structurelle. Elle en était certaine. À 5 heures du matin, les premières lueurs de l'aube commençaient à dissiper l'obscurité de sa chambre mansardée. Camille, les paupières lourdes mais l'esprit clair, referma son cahier et le posa délicatement sur la table. Elle se leva, alla se préparer un café fort et fixa un instant son reflet dans le miroir de la cuisine. L'image d'une femme fatiguée, à la frange désordonnée, en t-shirt froissé. Mais dans ses yeux brillait une résolution qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle se rappela alors les rires dans le laboratoire, ce mépris jeté comme une évidence, comme une loi naturelle. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un rappel brutal de ce que le monde pensait d'elle. Mais elle savait, et ce savoir, elle ne pouvait plus le garder pour elle, même si personne n'était prêt à l'écouter. Le soleil se levait sur Lyon, et Camille Moreau, discrète et invisible la veille, allait commencer à troubler l'ordre établi de la tech média. Le retour à la routine ne fut qu'une illusion pour Camille. Dès le lendemain soir, bien que son corps accomplît les mêmes gestes, qu'elle enfila les mêmes gants et qu'elle poussa le même chariot à travers les couloirs étincelants de la tech média, tout en elle avait changé. Chaque pièce nettoyée n'était plus seulement un espace de travail à rendre propre, mais un puzzle silencieux à déchiffrer. Chaque écran en veille, chaque feuille oubliée sur un bureau
pouvait receler des fragments de l'énigme que la société tout entière s'efforçait de résoudre sans succès. Camille n'avait pas seulement reconnu une erreur. Elle avait ravivé une partie d'elle-même qu'elle croyait morte depuis longtemps. Les souvenirs de ses années d'études revenaient par vagues, l'amphithéâtre froid, les tableaux remplis de formules, les voix des professeurs résonnant dans l'air chargé d'attention. Et surtout, cette sensation exaltante d'un problème compris, d'un système décortiqué jusqu'à sa moelle logique. Elle se souvenait de son enthousiasme, de ses carnets griffonnés pendant les trajets en tram, de ses nuits passées à modéliser des systèmes entiers sur papier. Tout cela lui avait été arraché quand sa mère était tombée malade. Elle avait 20 ans, une sœur de 14 à charge et aucune aide. L'université, les stages, les rêves, tout avait été mis de côté pour que l'essentiel reste debout. Elle ne regrettait pas son choix, mais le prix avait été lourd. Ce soir-là, de retour dans son appartement, elle alluma une veilleuse dans le coin de sa chambre. Sur sa petite table en bois, le vieux cahier était ouvert à la page de l'algorithme qu'elle avait reconnu. À côté, un bloc-notes neuf, entamé depuis la veille, se remplissait à vue d'œil de ses observations. Elle avait commencé par reproduire les éléments vus sur le tableau du laboratoire, de mémoire, puis les avait confrontés à ses anciens schémas. L'erreur était toujours là, et plus elle explorait, plus elle découvrait les ramifications d'un raisonnement bâti sur une mauvaise équation de base. Il ne s'agissait pas d'une approximation tolérable ou d'un choix méthodologique discutable. La nature même de l'algorithme utilisé dans le projet reposait sur un postulat incorrect. Une simplification qui, en théorie, permettait de modéliser plus vite un phénomène complexe, mais qui, dans la réalité, faussait les résultats au-delà d'un certain seuil. Camille rédigea des démonstrations, utilisa des logiciels libres pour tester des variantes, modifia des paramètres. Toujours le même constat. Au-delà d'un certain point, l'ensemble s'effondrait sur lui-même. C'était une impasse technique, mais aussi une bombe à retardement si on ne la désamorçait pas. À mesure que les heures passaient, la conviction de Camille se renforçait. Elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Elle connaissait la tech média de l'intérieur et savait à quel point la hiérarchie était rigide, codifiée. La parole d'une femme de ménage, même armée de la vérité, serait balayée comme une poussière sur un tableau tactile. Elle en avait déjà eu un avant-goût la nuit précédente, quand elle avait surpris les rires condescendants dans le laboratoire. Pourtant, quelque chose la poussait à agir. Elle n'était pas motivée par la reconnaissance ni par le désir de revanche. C'était plus profond. Le besoin viscéral que la vérité technique soit entendue, que le projet, si ambitieux soit-il, ne soit pas sabordé par l'arrogance de ceux qui croyaient tout savoir. Elle se remit à étudier avec frénésie. Elle révisa ses cours oubliés, retrouva ses anciens livres numérisés, s'inscrivit discrètement à un forum d'ingénierie fréquenté par des chercheurs francophones. Elle y posa des questions camouflées, évoqua des cas théoriques, reçut des réponses, confirma ses hypothèses. Elle prit soin de ne jamais divulguer la nature exacte du projet ni le nom de l'entreprise, mais les confirmations affluaient. D'autres ingénieurs indépendants s'accordaient à dire que ce type de simplification conduisait à une instabilité croissante. Durant ses heures de ménage à la tech média, elle observait désormais plus attentivement les feuilles laissées sur les bureaux, les documents affichés en salle de pause, les bouts de code visibles sur les écrans non verrouillés. Elle croisait parfois Louis, toujours arrogant et rieur, et son regard s'attardait un peu plus longtemps sur lui. Pas avec colère, mais avec un calme glacial. Elle savait quelque chose qu'il ignorait, et cette connaissance valait plus que toutes ses moqueries. Elle découvrit aussi que le projet s'appelait Novalink, un nom qui apparaissait discrètement sur des documents semi-confidentiels oubliés ici ou là. Ce Novalink, censé révolutionner la connectivité entre objets intelligents, reposait donc sur une base technique compromise. Si personne ne s'en rendait compte, c'était probablement parce que le prototype fonctionnait encore en environnement réduit, sous des contraintes idéales. Mais une fois mis à l'échelle, le système s'effondrerait. C'était écrit noir sur blanc dans ses simulations, et personne ne semblait voir venir l'échec. Un soir, alors qu'elle finissait de nettoyer la salle de réunion du conseil, elle tomba sur un dossier oublié sur la table. Il était partiellement dissimulé sous une chemise noire marquée « Confidentiel ». Elle hésita une seconde. Puis, jetant un œil rapide autour d'elle, elle ouvrit discrètement le dossier. À l'intérieur, plusieurs feuilles contenant des schémas, des courbes de performance, des pages de formules.
Elle ne put s'empêcher d'en lire une partie. C'était Novalink. Et c'était encore plus grave qu'elle ne le pensait. Le projet était déjà en phase de présentation à des partenaires étrangers. Si la faille n'était pas corrigée, c'était la réputation entière de Tech Media qui risquait l'effondrement. Elle remit le dossier en place, sortit silencieusement, puis, une fois chez elle, passa la nuit entière à recroiser les données vues dans le dossier avec ses propres notes. Elle corrigea, affina, compléta ses hypothèses. À 7 heures du matin, les paupières lourdes mais l'esprit lucide, elle contempla le résultat. Elle avait devant elle une solution possible. Un ajustement théorique, complexe mais viable, capable de corriger l'erreur à la racine sans altérer la logique globale du système. Elle n'était plus simplement témoin d'un échec prévisible. Elle détenait une clé, et désormais, il lui faudrait choisir comment l'utiliser. Les jours suivants, Camille devint une silhouette de plus en plus discrète dans les couloirs de la Tech Media, mais son esprit, lui, brûlait d'une énergie nouvelle. Chaque pièce nettoyée devenait une étape dans un plan qu'elle n'avait jamais cru pouvoir concevoir. Elle vivait désormais dans une double réalité. D'un côté, la femme invisible qui passait la serpillière et vidait les poubelles, de l'autre, l'ingénieur oublié qui avait entre les mains une clé technique essentielle pour un projet d'envergure mondiale. Elle ne pouvait plus supporter cette dissonance. Elle devait parler à quelqu'un, mais pas à n'importe qui. Louis s'imposa à son esprit comme la meilleure option, malgré tout. Il n'était pas le plus brillant ni le plus respectueux, mais il était bavard, curieux et surtout, il restait tard le soir. Elle l'avait vu, à plusieurs reprises, seul dans son bureau, pianotant sur son clavier, avec une concentration fébrile. S'il y avait quelqu'un qui pouvait écouter, même avec scepticisme, ce serait lui. Elle n'avait aucune garantie, bien au contraire, mais c'était un début. Elle décida d'essayer. Un mardi soir, elle ajusta ses horaires pour s'assurer qu'elle croiserait Louis dans le couloir du 3e étage. Il était là, comme prévu, absorbé dans ses tâches, une canette de soda ouverte à côté de son ordinateur. Elle s'approcha doucement, fit mine de nettoyer les surfaces autour de lui, puis, prenant une inspiration discrète, elle lança d'un ton hésitant. « Excusez-moi, monsieur Louis. Je voulais juste dire que j'ai vu quelque chose sur le tableau, dans le labo. Quelque chose qui m'a paru étrange. » Il releva à peine la tête, surpris qu'elle lui adresse la parole. « Le tableau ?» répéta-t-il. « Oui, il y avait une équation, celle avec le coefficient de propagation. Je crois qu'il y a peut-être une erreur. Dans la base du modèle. Ça pourrait expliquer pourquoi le projet stagne. » Il la fixa, l'air d'abord décontenancé, puis un sourire ironique se dessina lentement sur ses lèvres. Il s'appuya sur le dossier de sa chaise et la détailla de haut en bas. « Vous êtes sérieuse ? Vous pensez pouvoir comprendre ça ?» Camille ne répondit pas. Elle sentit ses joues chauffer, mais elle resta droite, les mains toujours posées sur son balai. « Écoutez, » dit-il avec un éclat de rire, « vous devriez vous concentrer sur ce que vous faites très bien, c'est-à-dire garder ce bureau impeccable. Je doute que les équations soient de votre domaine. » Il secoua la tête, toujours hilar, et retourna à son écran. Camille fit demi-tour sans mot dire, mais chaque pas qu'elle faisait résonnait en elle comme un refus de se soumettre à l'humiliation. Ce n'était pas la première fois qu'on lui riait au visage, mais cette fois, elle n'était pas une enfant désorientée. Elle savait ce qu'elle avait vu, elle savait ce qu'elle avait prouvé, et elle savait que Louis ne représentait pas la vérité, mais une barrière de plus à franchir. Elle rentra chez elle, plus déterminée encore. Elle passa la nuit à relire ses notes, à peaufiner ses hypothèses, à imaginer d'autres moyens de faire entendre sa voix. Elle pensa à écrire à un supérieur, à envoyer un mail anonyme, mais elle savait que tout message trop direct serait facilement ignoré, voire supprimé. Elle devait trouver une manière de contourner la structure, un langage que les ingénieurs comprendraient sans qu'ils sachent d'où il venait. Elle écrivit, ratura, recommença. Elle rédigea une lettre technique, concise, rigoureuse, anonyme, une description claire de la faille identifiée, accompagnée de suggestions concrètes pour la corriger. Elle choisit chaque mot avec soin, utilisa des termes techniques précis, évita tout envolé émotionnel. Ce n'était pas une plainte ni un appel à l'aide, c'était un rapport, un exposé limpide d'un problème critique, rédigé dans un langage que seuls ceux qui savaient lire sauraient prendre au sérieux. Elle imprima la lettre en plusieurs exemplaires et attendit le bon moment. 2 jours plus tard, après avoir terminé son service, elle revint discrètement dans les étages techniques et glissa les lettres dans 3 bureaux différents, dont celui de Louis. Puis elle disparut dans la nuit,
Le lendemain, la Tech Média vibrait d'un étrange murmure. Dans les couloirs du 4e étage, les ingénieurs se passaient des copies d'un mystérieux rapport. Certains riaient, d'autres froncèrent les sourcils. Une discussion animée éclata dans le laboratoire central. Louis, visiblement piqué au vif, défendait avec ardeur le modèle actuel, tandis qu'un de ses collègues, plus calme, lisait à haute voix des passages de la lettre. Celui ou celle qui a écrit ça a un raisonnement logique. On ne peut pas nier que les courbes de dissipation deviennent incohérentes à partir d'un certain seuil, dit-il en montrant une page. N'importe qui peut recopier ce qu'il lit sur Internet, répliqua Louis. Ce genre d'analyse n'a rien d'exceptionnel, mais il y avait un malaise. Le document anonyme posait des questions que personne n'avait encore osé formuler, et le fait qu'il soit apparu sans signature, sans contexte, le rendait encore plus intrigant. Qui, dans l'entreprise, possédait ce niveau de compréhension? Était-ce un consultant externe, un stagiaire, un ingénieur sous-estimé? Chacun avait sa théorie. Camille observait à distance, sans se mêler à rien, mais chaque mot qu'elle surprenait confirmait que le message avait atteint sa cible. Elle n'était plus seule avec son savoir. Elle avait semé un doute, une fissure dans la muraille d'arrogance. Et cette fissure allait s'agrandir. Elle se remit au travail avec un calme renouvelé. Le mépris de Louis ne l'avait pas abattue. Au contraire, il avait validé ce qu'elle avait pressenti depuis longtemps. Les apparences trompaient. Ce monde qui croyait savoir tout n'imaginait même pas que la femme qui lavait leur tasse connaissait mieux leurs équations qu'eux-mêmes. Et si le respect ne venait pas à elle, elle l'arracherait avec ses idées. Une pluie fine s'abattait sur les vitres du bâtiment de la Tech Média et les couloirs semblaient encore plus silencieux qu'à l'accoutumée. Camille Moreau, ponctuelle comme toujours, s'était présentée à son poste avec la même discrétion méticuleuse. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait d'une tension contenue. Depuis la diffusion des lettres anonymes, elle avait perçu un frémissement dans l'attitude des ingénieurs. Ils parlaient plus bas, échangeaient des regards interrogateurs, et l'on sentait que quelque chose avait été ébranlé. Pourtant, aucune mesure concrète n'avait été prise. Le projet poursuivait son cours, et l'erreur structurelle restait en place. Camille savait que le temps jouait contre elle. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait l'étage des directions, elle décida de s'attarder un peu plus dans la grande salle de réunion vitrée où se tenaient les réunions stratégiques. Il était tard, personne ne risquait de venir. Elle avait appris à repérer les moments où le bâtiment entier semblait dormir. La pièce était presque dans l'obscurité, seuls les lampadaires extérieurs diffusaient une lumière diffuse à travers les rideaux mi-clos. Elle commença par essuyer les tables, ranger quelques dossiers laissés négligemment. C'est alors qu'elle le vit. Un dossier beige, orné du logo de la Tech Média en relief, avait été oublié sur une chaise près de la baie vitrée. Camille hésita. Tout dans son éducation et son rôle lui criait de ne pas toucher, mais une autre voix, plus forte, plus intérieure, l'encourageait à voir, pas pour trahir, ni pour profiter, mais pour comprendre, pour vérifier si ce qu'elle soupçonnait était réellement aussi grave qu'elle le pensait. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir, s'assura qu'elle était seule, puis saisit doucement le dossier. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une 50aine de pages reliées par des pinces, imprimées en noir et blanc, détaillant des éléments techniques de Novalink. Il y avait des diagrammes, des tableaux de données, des courbes de performance, des extraits de code, et surtout, des annotations manuscrites dans la marge. Camille s'assit lentement sur le bord de la chaise et commença à lire. Elle tourna les pages avec une attention presque douloureuse, comme si chaque ligne confirmait ses pires craintes. Le document n'était pas une simple présentation, c'était un état d'avancement interne, destiné au comité d'investissement. On y trouvait des projections, des modélisations et des prévisions de marché. Mais ce qui la frappa, ce furent les résultats obtenus par les premières simulations en environnement réel. Les ingénieurs avaient visiblement détecté des anomalies, mais les avaient minimisées dans les commentaires, les attribuant à des variations non significatives. Camille reconnut immédiatement les effets secondaires de l'instabilité qu'elle avait identifiée. Ce n'était pas une coïncidence. Le système ne tenait déjà plus dans les tests à grande échelle. Elle recopia mentalement les formules principales, les chiffres clés, les commentaires les plus révélateurs. Puis, sans rien déranger, elle remit le dossier à sa place exacte et termina son travail. De retour chez elle, elle se précipita sur son cahier, ajouta les nouveaux éléments, croisa les chiffres.
Chaque confirmation était un coup de poing silencieux dans son estomac. Elle ne doutait plus. Novalink était non seulement fondé sur un modèle erroné, mais il était en train d'être promu à un stade où sa défaillance pouvait avoir des conséquences irréversibles, non seulement techniques, mais financières, stratégiques et même juridiques. Elle passa la nuit entière à rédiger une nouvelle analyse, cette fois bien plus précise, structurée, articulée autour des données vues dans le dossier. Elle ne se contenta pas de dénoncer la faille. Elle proposa des alternatives, des modifications du modèle de base, un nouveau système de contrôle des seuils critiques et même une séquence d'intégration pour tester sa solution sans altérer le reste du projet. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter d'alertes vagues. Elle devait maintenant proposer une sortie de crise, une voie de correction. Mais comment transmettre ces nouvelles informations? Elle ne pouvait plus se contenter d'un mot anonyme glissé sous une porte. Le contenu était trop dense, trop complexe. Elle pensa à créer un document PDF sous pseudonyme, mais l'acheminement restait risqué. Elle songea brièvement à contacter un journaliste spécialisé dans les technologies, mais l'idée la fit frissonner. Elle ne voulait pas nuire à la tech média. Elle voulait la sauver de son propre aveuglement. Il fallait un moyen plus subtil, plus technique, plus direct. Ce fut en naviguant sur son téléphone qu'elle eut une idée. Elle se rappela que la tech média disposait d'un intranet réservé aux ingénieurs, un espace d'échange technique alimenté par les développeurs internes. Elle n'y avait jamais eu accès, mais elle connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Son voisin de palier, Théo, un étudiant en informatique passionné, passait des heures à explorer les failles logicielles des sites institutionnels pour s'amuser. Camille lui proposa un marché simple, un accès temporaire, anonyme, à un compte d'utilisateur inactif du forum de la tech média. Théo, curieux et impressionné, accepta sans poser de questions. Quelques heures plus tard, elle créait un profil sous le pseudonyme de Linéariste 42, un nom à la fois cryptique et technique. Elle posta un long message sur le forum, dans une section consacrée aux problèmes d'optimisation algorithmique, en exposant son analyse comme un cas d'étude inspiré d'un projet réel. Elle utilisa un langage neutre, professionnel, sans aucune mention explicite de Novalink, mais les références étaient suffisamment précises pour que les ingénieurs de tech média reconnaissent immédiatement leur propre travail. Elle attendit, le cœur battant, devant son écran. Les premières réponses arrivèrent 1 heure plus tard. Un ingénieur demanda des précisions. Un autre suggéra que la situation décrite ressemblait beaucoup à leur projet actuel. Un troisième, plus expérimenté, valida certaines des propositions, ajoutant qu'elles méritaient d'être testées. Camille se pencha en arrière sur sa chaise. Pour la première fois, ses idées circulaient à égalité, sans le filtre du statut social, sans préjugés. Elles existaient par elles-mêmes, et elles commençaient à faire du bruit. L'activité sur le forum interne de la tech média prit rapidement une ampleur que Camille n'avait pas anticipée. Son message posté sous le pseudonyme de Linéariste 42 devint en quelques heures l'un des plus consultés de la semaine. Des ingénieurs, des développeurs, même des analystes de performance commencèrent à débattre, à argumenter, à disséquer ligne par ligne ses propositions. Le ton était sérieux, respectueux, et pour la première fois, Camille sentait que ses idées étaient non seulement comprises, mais considérées avec un intérêt légitime. Elle passait ses nuits à répondre sous son pseudonyme, à reformuler certaines hypothèses, à corriger ses propres calculs lorsque des remarques pertinentes lui étaient faites. Le masque de l'anonymat lui offrait une liberté que son uniforme bleu de femme de ménage ne lui avait jamais permis. Ce fut au cours de l'une de ces nuits d'échange qu'elle comprit que son message avait atteint un niveau de visibilité inhabituel. Un utilisateur identifié comme Admin Tech Central, qui n'intervenait que rarement sur le forum, posta une réponse sobre, mais lourde de conséquences. Ces propositions, bien que anonymes, méritent une évaluation en environnement simulé. Une équipe dédiée examinera les pistes évoquées. Camille relut ce message à plusieurs reprises. Une équipe dédiée. Cela signifiait que ses idées allaient officiellement être testées, que le contenu de son rapport, né dans la solitude d'un appartement sous les toits, sur la base d'un dossier oublié, avait suffisamment de poids pour traverser les murs de la hiérarchie. Mais cette reconnaissance implicite n'était pas sans conséquences. Dans les jours suivants, l'ambiance au sein de la tech média changea subtilement. Des groupes d'ingénieurs se formaient dans les couloirs, des réunions improvisées éclataient derrière les vitres,
Des discussions à voix basse résonnaient dans les ascenseurs. Et surtout, une question circulait désormais à voix haute. Qui était Linéariste 42 ? Louis, irrité par la tournure des événements, fut l'un des premiers à exprimer publiquement son scepticisme. Lors d'une réunion d'équipe, il déclara que n'importe quel troll peut recopier de la théorie sur Internet et passer pour un génie. Mais ses collègues n'étaient plus aussi réceptifs à son mépris. Certains, comme Anaïs, une ingénieure spécialisée en systèmes embarqués, prenaient la défense de l'auteur anonyme. Elle affirma que certaines propositions contenues dans les messages révélaient une expérience concrète, presque intuitive, qu'on ne pouvait pas simplement acquérir par lecture. Il y avait quelque chose de vécu, de profondément ancré dans le terrain, dans la manière dont les erreurs étaient anticipées. Camille, de son côté, continuait son travail de nettoyage, avec le même sérieux. Mais elle sentait, plus que jamais, les regards changer, pas directement posés sur elle, mais dans son sillage, un soupçon, une tension nouvelle. Dans les couloirs du 3e étage, elle surprit un jour une conversation où son prénom fut murmuré. « Tu crois que ça pourrait être Camille ? La femme de ménage ? Allons, sérieusement, tu l'as déjà vu discuter d'algorithmes ? C'est ridicule. » Mais le doute s'était immiscé, et plus les messages de Linéariste 42 gagnaient en profondeur, plus l'idée que leur auteur puisse être issu d'un endroit inattendu devenait envisageable. L'identité anonyme, qui avait d'abord servi de bouclier, devenait peu à peu un masque fissuré. C'est dans ce climat incertain qu'un incident survint, un de ces moments imprévus qui transforment le cours des choses. Une fuite de liquide sur un conduit principal, détectée tard dans la soirée, menaçait d'endommager une baie de serveurs essentielle aux simulations de Novalink. Camille, présente dans l'aile voisine pour le nettoyage, entendit l'alarme silencieuse. Elle connaissait la configuration des salles, les routines de sécurité, et surtout elle comprenait ce que contenait cette salle spécifique. Sans réfléchir, elle accourut, ouvrit la pièce, repéra l'origine de la fuite et coupa manuellement l'alimentation de la zone avant que les capteurs automatiques ne déclenchent l'arrosage anti-incendie. Quelques secondes plus tard, un groupe d'ingénieurs déboula dans la pièce, alerté par le système central. Louis en faisait partie. Il resta figé en voyant Camille, seule, debout devant le panneau technique, les mains encore sur les interrupteurs. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lança-t-il, mi-surpris, mi-agressif. « Il y avait une fuite, » répondit-elle calmement. « J'ai reconnu le bruit. Et vu la configuration, si le liquide atteignait la baie, les circuits auraient été endommagés. » Il s'approcha, regarda le sol, les câbles, l'origine du problème. Elle avait vu juste, et elle avait agi avant tout le monde. « Comment tu sais ça ? Tu n'es pas censé. » Il s'interrompit. Elle ne répondit rien. D'autres ingénieurs la remercièrent brièvement, puis se penchèrent sur les consoles pour vérifier l'intégrité des systèmes. Louis resta en arrière, visiblement troublé. Quelque chose ne collait plus. La femme de ménage venait d'anticiper un danger que lui, ingénieur diplômé, n'avait pas vu. Et elle avait utilisé les bons gestes, les bons leviers, sans hésitation. Cette nuit-là, Camille retourna chez elle plus silencieuse que d'habitude. Elle savait que l'événement venait de briser une barrière invisible. Elle n'était plus seulement une voix anonyme sur un forum. Elle avait agi et des témoins l'avaient vue. Elle n'avait pas encore parlé, mais son silence portait désormais le poids d'un savoir indiscutable. Le lendemain, sur le forum de la Tech Média, un nouveau message de Linéariste 42 apparut, plus synthétique, plus ferme. Il concluait ainsi: « La technologie n'a pas de visage, mais elle reconnaît ses lois, et ceux qui les comprennent, d'où qu'ils viennent. » La chasse à l'identité de ce mystérieux profil s'intensifia. Mais pour Camille, une chose était claire, elle ne pouvait plus reculer. Le masque allait tomber, et elle était prête. Les jours suivants furent marqués par une fébrilité croissante dans les étages techniques de la Tech Média. Le forum interne, habituellement peu animé, était désormais scruté quotidiennement par les ingénieurs de toutes les équipes. Les contributions de Linéariste 42, toujours précises, pondérées et parfois audacieusement créatives, avaient provoqué une onde de choc intellectuel. Loin d'être de simples suggestions, ces analyses remettaient en question certains postulats fondamentaux sur lesquels reposait Novalink. Les ingénieurs commençaient à revoir leur modèle à la lumière de ces nouvelles perspectives, et certains osaient même tester en secret
les variantes proposées par le mystérieux contributeur. Camille, quant à elle, continuait d'endosser son uniforme chaque soir. Rien ne semblait avoir changé dans sa posture ou ses gestes. Elle saluait les employés qui la croisaient dans les couloirs, nettoyait les mêmes salles, passait le balai sur les mêmes surfaces. Mais derrière cette routine figée, son esprit était entièrement immergé dans le monde technique qu'elle avait réintégré sans l'annoncer. Elle vivait une renaissance intellectuelle, comme si les années volées à sa passion étaient doucement restituées, nuit après nuit, à chaque nouvelle équation vérifiée, à chaque simulation améliorée. Le pseudonyme qu'elle avait choisi était désormais sujet à de multiples théories dans les bureaux. On spéculait que Linéariste 42 était peut-être un ancien ingénieur revenu incognito pour tester ses idées. D'autres croyaient à un consultant externe infiltré pour auditer les failles du projet. Mais jamais, ou presque jamais, personne ne mentionnait Camille. Elle faisait partie du décor invisible, indispensable mais silencieuse. Un fantôme bienveillant dont la présence ne soulevait aucune interrogation. Cependant, certaines langues commencèrent à se délier. Anaïs, la jeune ingénieure en systèmes embarqués, intriguée par la coïncidence entre l'intervention de Camille lors de la fuite et l'intuition technique de Linéariste 42, se mit à l'observer discrètement. Elle nota sa précision, la manière dont elle effleurait les objets techniques avec une connaissance manifeste, et surtout cette lueur dans ses yeux chaque fois qu'elle passait devant les laboratoires, comme si elle reconnaissait les discussions à travers les murs. Anaïs n'osa rien dire, mais une idée s'ancra dans son esprit. Camille savait. Pas un savoir vague ou empirique, mais un savoir construit, structuré, que peu possédaient. Camille, de son côté, ressentait cette attention nouvelle. Elle percevait les regards plus insistants, les discussions qui s'interrompaient à son passage, les silences remplis de questions non posées. Pourtant, elle ne modifia rien à son comportement. Elle continuait à publier sous son pseudonyme, à débattre avec rigueur sur le forum et à suivre de près les avancées du projet Novalink, qui semblait lentement se recalibrer autour des idées qu'elle avait semées. Un soir, en se connectant depuis son vieil ordinateur portable, elle découvrit qu'un utilisateur l'avait mentionné dans une nouvelle discussion intitulée « Hypothèse sur les seuils critiques de Novalink, révision modèle Giro V5 ». C'était une analyse technique particulièrement pointue, signée par un membre senior de l'équipe de modélisation. Ce dernier déclarait que les pistes explorées par Linéariste 42 avaient permis de débloquer une séquence instable qui résistait depuis des semaines à toutes les tentatives de résolution. Il concluait en proposant que ce profil mystérieux soit invité à collaborer plus officiellement, même à distance, sous protection d'anonymat s'il le souhaitait. Camille lut et relut ce message. L'émotion qui la traversa n'était pas de la fierté, mais une étrange forme de soulagement. Son travail portait des fruits visibles. Elle n'était plus une voie cachée dans un désert de certitude. Elle était une source d'innovation, respectée, recherchée. Pourtant, elle savait aussi que ce message allait précipiter les choses. Une invitation officielle équivalait à une traçabilité accrue. Elle ne pourrait pas rester longtemps dans l'ombre si le haut de la hiérarchie commençait à s'impliquer. Elle passa la nuit à peser ses options. Continuer dans l'anonymat devenait de plus en plus difficile, d'autant que la direction s'intéressait désormais aux publications du forum. Elle ne souhaitait pas qu'un autre usurpe son travail, ni que ses idées soient absorbées sans reconnaissance. Mais elle savait également que se dévoiler pourrait entraîner le scepticisme, voire le rejet. Qui croirait qu'une femme de ménage possédait la compréhension profonde d'un système que les meilleurs ingénieurs peinaient à maîtriser? Au matin, elle prit une décision. Elle ouvrit un nouveau document, non pas technique, mais personnel. Elle y raconta son parcours de son enfance marquée par la passion pour les chiffres à ses années d'université interrompues. Elle parla de sa mère malade, de sa sœur qu'elle avait élevée, de ses journées passées à nettoyer pendant que ses nuits étaient consacrées à résoudre des équations. Elle expliqua comment elle avait découvert l'erreur de Novalink, comment elle avait rédigé les lettres anonymes et pourquoi elle avait choisi le pseudonyme Linéariste 42. Ce n'était pas une confession, c'était une explication, un récit nu, sans pathos, mais avec la rigueur et la franchise d'une ingénieure. Elle n'envoya pas ce texte, pas encore, mais elle le sauvegarda. Il représentait sa vérité, prête à être livrée au monde quand le moment serait venu. En attendant, elle continua à poster sur le forum,
mais avec une tonalité différente, plus concise, plus ferme, comme si elle se préparait à une dernière ligne droite. Pendant ce temps, dans les couloirs de Tech Media, les murmures devinrent des soupçons, les soupçons des hypothèses. Certains commencèrent à se demander si le génie qu'ils cherchaient n'était pas juste là, derrière eux, se déplaçant en silence avec son balai, ses gants, et ce regard trop calme pour être vide. La redécouverte de Camille avait commencé, mais ce n'était encore qu'un frisson. La tempête, elle, approchait. L'orage éclata un jeudi soir. Ce n'était pas une tempête météorologique, mais une de celles qui redessinent les lignes invisibles du pouvoir et de la vérité. Camille, fidèle à sa routine, avait commencé son service comme à l'accoutumée. La pluie martelait les vitres de l'immeuble Tech Media et l'odeur de café froid flottait encore dans les couloirs du 5e étage. Elle montait avec son chariot vers la salle des serveurs secondaires, un espace rarement visité à cette heure, souvent négligé, mais dont elle connaissait chaque centimètre. Ce soir-là, un bourdonnement étrange l'arrêta net. Ce n'était pas un bruit de fond classique, mais une oscillation électrique anormale, que seules des oreilles très attentives pouvaient percevoir. Elle s'approcha du panneau de distribution et vit qu'un module de ventilation secondaire clignotait en rouge. Ce module contrôlait le refroidissement d'une baie de serveur essentielle utilisée pour les tests de charge de Novalink. Un emballement thermique dans cette section pouvait provoquer une surchauffe critique. Sans attendre, Camille entra dans la salle, localisa la source exacte du problème et réalisa que le système de sécurité secondaire avait été désactivé, probablement par mégarde lors d'une mise à jour récente. Elle comprit que le temps jouait contre elle. Elle parcourut d'un regard rapide les commandes murales, ouvrit le tableau électrique d'appoint et réactiva manuellement la ventilation d'appoint tout en forçant un cycle de redémarrage sur les unités de climatisation défaillantes. Tout cela en silence, concentré, avec les gestes assurés d'une technicienne expérimentée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une équipe d'ingénieurs avait été appelée en urgence suite à un pic de température signalé par les capteurs. Ils arrivèrent dans la pièce alors qu'elle refermait le panneau technique. Parmi eux se trouvait Louis, accompagné d'Anaïs et de 2 autres membres du groupe de test. Tous s'immobilisèrent en la voyant. Camille, droite, le regard calme, encore accroupie devant la console, n'avait pas le moindre air de culpabilité. Anaïs s'avança, stupéfaite. « Camille ? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment saviez-vous qu'il y avait un problème ?» Elle se releva lentement, essuya ses mains sur un chiffon qu'elle tenait à la ceinture et répondit d'un ton simple « J'ai entendu un bruit étrange. J'ai vérifié l'état des modules. Le système secondaire ne fonctionnait plus. Il fallait relancer manuellement. » Louis s'approcha, le visage dur, incrédule. « Vous plaisantez? Vous êtes en train de nous dire que vous avez compris ce qui n'allait pas. Juste en passant, vous savez au moins ce que ces systèmes contrôlent ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Elle fixa Louis droit dans les yeux, puis jeta un regard au panneau encore ouvert. Ce panneau régule la température des serveurs affectés au banc de simulation thermique de Novalink. Si la surchauffe avait continué, les données des tests auraient été corrompues et la baie principale potentiellement endommagée. C'est ce que vous alliez découvrir en arrivant. Un silence pesant s'installa. Les autres ingénieurs se regardèrent, confus, troublés, puis observèrent les mesures affichées sur les écrans. Tout confirmait ses propos. Anaïs s'approcha d'un pas, visiblement secouée. « Comment savez-vous tout cela? Ce genre de configuration n'est pas visible à l'extérieur. Vous êtes linéariste 42 ?» Le nom fut lâché comme une bombe. Camille ne répondit pas. Elle fixa Anaïs puis tourna les talons et quitta la salle, son chariot toujours à l'entrée. Elle savait que le voile était désormais trop fin pour tenir. Le doute venait de devenir certitude. Elle venait de se montrer pour ce qu'elle était, une femme dotée d'un savoir que personne ne voulait imaginer à sa place. Le lendemain matin, la rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Camille Moreau, la femme de ménage invisible, était désormais au centre de toutes les conversations. Dans la cafétéria, dans les ascenseurs, dans les bureaux de direction, on ne parlait que d'elle. Certains, comme Anaïs, soutenaient avec ferveur l'idée qu'elle avait sauvé un système critique et apporté des contributions essentielles au projet. D'autres, plus réticents, tentaient de rejeter l'hypothèse comme un simple concours de circonstances. Mais même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer les faits. Le profil de linéariste 42 fut soudain suspendu sur le forum interne. Une enquête informelle fut lancée par la sécurité informatique
pour tenter d'identifier l'origine des publications. Les discussions furent archivées, les journaux d'accès examinés. Il devenait évident que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise avait utilisé les ressources du réseau pour publier des contenus d'une valeur technique incontestable. Étienne Giraud, le fondateur charismatique de Tech Média, en fut informé directement par ses conseillers. Il demanda à ce que l'auteur soit identifié et convoqué pour un entretien privé. Camille, elle, continua à venir travailler, bien que les regards soient désormais tous dirigés vers elle. Chaque ascenseur qu'elle prenait devenait un théâtre silencieux d'interrogations. Chaque couloir traversait une scène de murmures à peine contenus, mais elle ne montrait aucun trouble. Elle accomplissait ses tâches comme toujours, sans revendiquer quoi que ce soit. Elle savait que le moment approchait. Ce n'était plus une question de choix. Le monde avait décidé de la regarder, et elle n'avait plus rien à cacher. Ce qui avait commencé comme une quête discrète pour corriger une injustice technique devenait désormais un bouleversement structurel. Camille n'était plus un nom sur un badge ignoré. Elle était devenue un mythe incarné. Et ce mythe, bientôt, allait devoir prendre la parole. La matinée du lundi débuta dans une tension palpable au sein du siège de la Tech Média. Dès 8 heures, des notes internes commencèrent à circuler à une vitesse inhabituelle. Des convocations discrètes furent envoyées à certains responsables de projet, et un email bref mais formel, signé par Étienne Giraud lui-même, demanda une réunion d'urgence dans la grande salle du 6e étage pour 10 heures précises. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais tout le monde sentait que quelque chose de fondamental venait de basculer. La présence d'un problème technique était évoquée, mais les plus attentifs murmuraient déjà que cela allait bien au-delà d'un simple bug. Camille, quant à elle, avait commencé son service nocturne comme à l'ordinaire, mais ne s'était pas présentée à la fin de la matinée, comme elle le faisait parfois lorsqu'elle devait régulariser des heures ou récupérer du matériel. Elle avait senti que le climat avait changé. La manière dont les ingénieurs la regardaient laissait peu de place au doute. L'incident de la salle serveur avait agi comme une étincelle. Même les plus sceptiques semblaient maintenant disposés à envisager l'improbable. Une silhouette qu'ils avaient toujours vue comme périphérique devenait brusquement centrale. La grande salle de réunion se remplit progressivement. Les figures les plus influentes de la Tech Média s'assirent autour de la longue table de verre, pendant que d'autres restaient debout près des murs. Anaïs était là, les bras croisés, le visage fermé. Louis, toujours nerveux, s'agitait discrètement sur son fauteuil, évitant de croiser certains regards. Étienne Giraud entra à 9h57, seul, sans son cortège habituel de collaborateurs. Il portait une chemise sobre sans cravate, et son regard balayait la pièce avec une concentration glaciale. Il ne souriait pas. Lorsqu'il s'assit à la place centrale, un silence total s'installa. « Merci à tous d'être venus », dit-il d'un ton calme mais ferme. « Nous avons reçu ces derniers jours des contributions techniques remarquables sur notre forum interne. Ces analyses, publiées sous le pseudonyme de Linéariste 42, ont permis d'identifier et de corriger une faille qui mettait en péril l'architecture même de Novalink. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « Je veux connaître cette personne. Pas pour la réprimander, bien au contraire. Je veux comprendre comment un individu a pu seul débloquer ce que nos équipes n'ont pas su résoudre pendant des semaines. Et je veux que cette personne travaille désormais directement avec nous. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, approuvant en silence. D'autres échangèrent des regards de surprise. Anaïs leva la main. « Monsieur Giraud, il y a des raisons de croire que nous connaissons déjà cette personne. L'incident survenu dans la salle des serveurs jeudi dernier, quelqu'un a su intervenir avant même que nos capteurs déclenchent les protocoles. Cette personne, c'était Camille Moreau. » Un silence de plomb tomba immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers Anaïs, certains confus, d'autres incrédules. Louis se leva brusquement, la voix serrée. « Attendez, vous êtes en train de dire que Camille, la femme de ménage, aurait compris l'architecture thermique de la baie de serveur et, accessoirement, identifié la faille de Novalink? C'est absurde. » Anaïs ne répondit pas à Louis. Elle se tourna vers Étienne et sortit une tablette de son sac. « Voici l'enregistrement de l'intervention. Les caméras de surveillance ont tout filmé. Elle a agi avec précision, sans hésitation. Elle savait ce qu'elle faisait. Et elle l'a fait sans rien attendre en retour. » Étienne prit la tablette, la consulta en silence pendant quelques secondes. Lorsqu'il releva les yeux, son expression n'avait pas changé, mais ses pupilles semblaient plus sombres. Où est-elle maintenant? Elle est encore ici,
Elle termine son service au niveau 2, répondit un membre de la sécurité. Étienne se leva sans un mot. Il quitta la salle accompagné d'Anaïs et d'un silence total. Les discussions éclatèrent à peine la porte refermée. Certains continuaient de nier l'évidence, cherchant des explications rationnelles. D'autres, plus lucides, commençaient à relier les points. Camille, discrète et invisible, était peut-être celle qui avait redéfini les règles du jeu. Dans les couloirs du 2e étage, Camille nettoyait calmement les vitres de la salle de documentation. Elle savait que l'heure était venue. Elle avait senti l'effervescence dans les étages supérieurs, et bien que personne ne lui ait encore rien dit, elle était prête. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'elle vit Étienne Giraud en personne s'avancer vers elle, elle posa doucement sa raclette sur le bord de la table. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Vous êtes linéariste 42 ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda droit dans les yeux, puis prononça simplement « Oui ». Étienne resta un moment silencieux, puis esquissa un sourire discret, presque imperceptible. « J'aimerais vous parler, seul à seul. Maintenant. » Elle le suivit, sans un mot. Dans l'ascenseur, aucun des deux ne parla. Le bruit léger du mécanisme ponctuait le silence, comme une respiration suspendue. Lorsqu'ils arrivèrent dans le bureau d'Étienne, il lui désigna un fauteuil et s'assit en face d'elle. « Vous avez identifié une faille critique. Vous avez proposé une solution viable. Vous avez évité une catastrophe. Pourquoi avoir choisi l'anonymat ?» Camille répondit sans hésiter « Parce que je savais que si j'entrais par la porte principale, personne n'écouterait. Mon badge n'aurait pas permis à mes idées de passer, mais les idées, elles, n'ont pas besoin d'un uniforme pour être justes. » Étienne hocha lentement la tête. Il ouvrit un tiroir, en sortit un dossier marqué Novalink Architecture Revue et le plaça devant elle. « Nous avons besoin de vous. Officiellement. Je veux que vous intégriez immédiatement l'équipe centrale du projet, avec le statut, les moyens et la reconnaissance que vous méritez. » Camille baissa les yeux sur le dossier puis les releva. Elle n'avait pas souri. Elle n'était pas émue. Elle était prête. Le silence avait assez duré. L'annonce officielle de l'intégration de Camille Moreau dans l'équipe centrale du projet Novalink provoqua un choc sans précédent dans l'histoire interne de la Tech Média. La décision émanait directement d'Étienne Giraud et fut communiquée par un email sobre envoyé à l'ensemble des départements. Camille Moreau rejoint dès aujourd'hui le comité de développement stratégique de Novalink. Toute l'équipe est invitée à l'accueillir avec le respect dû à sa compétence et à son intégrité. Ce message, d'apparence formelle, bouleversa l'ordre établi d'une structure où les titres, les diplômes et les appartenances définissaient jusqu'alors la légitimité de la parole. Ce même matin, une réunion générale fut convoquée. Les rumeurs avaient déjà fait le tour du bâtiment. Dans les couloirs, on ne parlait plus que de Camille, mais cette fois avec des tons mêlés d'incrédulité, d'admiration, de confusion. Certains ingénieurs, encore incapables d'accepter ce retournement, murmurèrent des théories absurdes, supposant une imposture, un coup médiatique, voire une manipulation orchestrée par la direction. Mais la majorité, confrontée aux faits, commençait à revoir ses certitudes. Dans l'auditorium de l'entreprise, où se tenaient habituellement les conférences et les présentations annuelles, une centaine de collaborateurs étaient rassemblés. Sur l'estrade, Étienne Giraud prit la parole en premier. Il remercia les équipes pour leur travail, évoqua brièvement les défis rencontrés dans le développement de Novalink, puis annonça avec une clarté sans détour « Une faille majeure dans l'architecture de notre projet a été détectée et corrigée grâce à l'intervention d'une personne que nous avons longtemps regardée sans jamais la voir. Cette personne a agi sans rien attendre en retour, uniquement guidée par le sens de la vérité et de la rigueur scientifique. Aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Camille Moreau. » Un silence saisissant s'installa lorsque Camille monta sur scène. Elle portait encore son uniforme, non par provocation, mais parce qu'elle n'avait pas eu le temps ni le désir de le changer. Elle s'avança lentement, son regard croisant les visages ébahis, tendus, parfois honteux. Elle s'arrêta devant le pupitre, mais ne s'en servit pas. Elle parla sans note, avec une voix posée, tranquille, mais ferme. « Je ne suis pas ici pour revendiquer quoi que ce soit, dit-elle. Je suis ici parce que j'ai vu une erreur et que je savais comment la corriger. J'ai étudié l'ingénierie avant d'être contrainte d'arrêter mes études pour m'occuper de ma famille. J'ai passé les 10 dernières années à nettoyer des bureaux où j'aurais aimé travailler. Mais les idées, elles,
ne demande pas de diplôme pour naître. Elle demande de la patience, de la rigueur et du courage. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je crois que l'intelligence n'a pas de rang, parce que je crois qu'on peut avoir une solution même si on n'a pas de titre, et parce que j'aime cette entreprise, malgré ce qu'elle m'a fait ressentir pendant des années. Elle mérite de réussir, et pour cela, elle doit apprendre à regarder autrement. À la fin de son discours, une poignée d'applaudissements timides retentirent, bientôt suivis par une salve plus soutenue. Ce n'était pas une ovation euphorique, mais un mélange de respect, de surprise et d'un début de prise de conscience. Étienne Giraud s'approcha, serra la main de Camille devant tous, puis annonça qu'elle participerait dès le lendemain aux réunions de conception avancée de Novalink, avec un rôle de consultante technique à part entière. La nouvelle fit rapidement le tour des réseaux internes, puis s'échappa vers l'extérieur. Des blogs spécialisés commencèrent à parler de l'ingénieur de l'ombre, tandis que certains journaux en ligne évoquaient un génie caché révélé par l'urgence d'un projet stratégique. Les employés de Tech Media, eux, se divisèrent. Une partie de l'équipe, notamment parmi les jeunes recrues, fut profondément inspirée. Voir une femme sans statut initial, mais avec une capacité hors du commun, briser les codes et prouver sa valeur par les faits, raviva en eux une foi nouvelle dans le mérite réel. Mais d'autres, surtout parmi les anciens, n'acceptèrent pas facilement la transformation. Louis, qui avait été l'un des premiers à la ridiculiser, se montra particulièrement amer. Il évita tout contact avec Camille, évitant même les réunions où elle était présente. Dans les couloirs, il parlait d'elle comme d'un cas isolé qui ne change rien aux règles normales. Mais il parlait de moins en moins fort. La réalité qu'il refusait de voir avait désormais un visage, une voix et une place à la table des décideurs. Camille, de son côté, se concentra sur l'essentiel. Elle participa aux réunions avec une attention rigoureuse, posant des questions précises, reformulant certains modèles, apportant des perspectives nouvelles sur des points bloqués depuis longtemps. Elle n'intervenait que lorsqu'elle avait quelque chose de solide à dire, mais chaque mot, chaque schéma qu'elle proposait était accueilli avec un respect croissant. Elle ne cherchait ni la gloire, ni la revanche. Elle travaillait, et son travail parlait pour elle. La dynamique de l'équipe changea. Les ingénieurs commencèrent à se parler différemment, plus attentifs, plus humbles. Certains prirent l'initiative de proposer des échanges ouverts avec les employés techniques souvent oubliés, les agents de maintenance, les techniciens réseau, les assistants administratifs. L'idée que l'intelligence pouvait surgir de l'invisible s'était ancrée dans l'inconscient collectif. Étienne, observant cette métamorphose silencieuse, sut qu'il avait fait le bon choix. En misant sur Camille, il n'avait pas seulement sauvé Novalink, il avait ouvert une brèche dans une culture trop longtemps enfermée dans ses propres certitudes. Et cette brèche, il comptait bien l'élargir. Quant à Camille, elle savait qu'elle n'avait pas fini de surprendre. La vérité avait été révélée. Le plus difficile n'était plus d'être écoutée, c'était de continuer à mériter chaque écoute, sans jamais trahir ce qu'elle avait été. Dans les jours qui suivirent la réunion générale, les couloirs de la Tech Media devinrent le théâtre d'une transformation silencieuse, mais profonde. Le nom de Camille Moreau résonnait désormais dans les conversations, non comme une curiosité ou une anomalie, mais comme un point de bascule. Elle n'était plus simplement la femme de ménage, dont l'intelligence avait surpris tout le monde. Elle était devenue un symbole vivant de la compétence ignorée, de la capacité méprisée par une structure trop rigide pour voir au-delà de ses propres codes. Le premier changement fut administratif. Camille reçut un badge d'accès total, identique à celui des ingénieurs principaux. Elle obtint un bureau personnel au 3e étage, près de l'équipe de conception technique, avec son nom gravé sur une plaque en métal discrète. Camille Moreau, analyste en architecture algorithmique. Les premières heures qu'elle passa à ce nouveau poste furent remplies d'un silence particulier, où chaque regard croisé était une tentative de réconciliation, un début de reconnaissance ou, chez certains, un repli nerveux. Anaïs fut la première à venir s'asseoir à côté d'elle, sans protocole. Elle lui tendit une clé USB contenant les dernières simulations en cours et déclara simplement « On a besoin de ton avis sur ça. Il y a encore des incohérences dans les seuils de réponse thermique. Si quelqu'un peut les voir, c'est toi. » Camille accepta la clé avec un léger signe de tête. Ce geste, simple en apparence, marqua un tournant. D'autres suivirent. Maxime,
un développeur sceptique lors des premiers débats sur Linearist 42, lui demanda conseil sur l'optimisation d'un sous-module. Claire, une architecte système, engagea une conversation technique sur les choix de modélisation. Petit à petit, le mur de silence se fissura. Les échanges devinrent plus fluides, les discussions plus franches. Mais tout le monde ne suivit pas ce mouvement. Louis, profondément vexé dans son orgueil, ne digéra pas la situation. Il évitait soigneusement Camille, refusant de l'adresser directement dans les réunions et s'exprimait uniquement en réponse aux questions posées par d'autres membres. Lorsqu'on l'interrogeait sur son comportement, il répondait avec une ironie froide « Je laisse les prodiges parler entre eux. Je n'ai plus le niveau, semble-t-il. » Cette hostilité larvée ne troubla pas Camille. Elle avait depuis longtemps appris à se blinder contre ce genre de mépris. Ce qui l'importait désormais, c'était l'avancement du projet. Novalink, après des semaines de stagnation, connut une progression fulgurante. Les simulations précédemment bloquées passèrent enfin le cap critique grâce aux ajustements proposés par Camille. L'architecture globale, une fois corrigée à partir de ses propositions initiales, se montra plus stable, plus évolutive et surtout prête à être industrialisée. Étienne Giraud, fidèle à son tempérament visionnaire, profita de cette avancée pour organiser une présentation privée à un groupe d'investisseurs européens. Il leur exposa la résilience du projet, sa correction interne et surtout l'histoire de Camille. Sans détour, il présenta son parcours comme une démonstration du potentiel souvent oublié dans les structures trop codifiées. Cette narration fit mouche. Les investisseurs, d'abord interloqués, furent séduits par la sincérité du récit et impressionnés par les performances techniques obtenues. Parallèlement, les médias spécialisés commencèrent à s'intéresser de près au phénomène Camille Moreau. Des articles parurent dans des revues d'ingénierie saluant non seulement sa contribution, mais aussi la manière dont elle avait changé la dynamique d'une entreprise entière. Les titres se succédaient « La femme de ménage devenue cerveau de la tech média »,« L'anonyme qui sauva Novalink », quand le savoir ne porte pas de costume. Face à cette notoriété soudaine, Camille resta sobre. Elle refusa plusieurs demandes d'interview, préférant concentrer ses efforts sur le travail encore en cours. Pour elle, la reconnaissance n'était pas une fin en soi, mais un outil pour continuer à œuvrer avec efficacité. Elle comprenait toutefois que son histoire dépassait son propre cadre et qu'elle était devenue, malgré elle, une source d'inspiration. Dans les jours qui suivirent, plusieurs employés de niveau technique demandèrent à suivre des formations internes, motivés par l'exemple de Camille. Le service des ressources humaines, conscient du potentiel de ce mouvement, lança un programme intitulé « Compétences invisibles », visant à identifier les talents non exploités au sein de l'entreprise. Ce programme donna rapidement ses premiers fruits. Une assistante administrative fut invitée à rejoindre l'équipe de communication stratégique, après avoir démontré un sens aigu de la structuration narrative. Un technicien réseau obtint un rôle de superviseur après avoir proposé une amélioration significative des temps de réponse interne. Camille, sans le vouloir, avait déclenché une vague de réévaluation du potentiel des employés. Pendant ce temps, Novalink approchait de sa phase finale. Les modules principaux avaient été validés, les tests de charge réussis, et les premiers prototypes furent envoyés en production pour des essais pilotes. Camille participait à toutes les réunions de validation, s'impliquant dans les choix finaux avec une précision redoutable. Elle ne parlait jamais plus que nécessaire, mais chacune de ses interventions changeait la trajectoire des discussions. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'une réunion avec Étienne, celui-ci l'arrêta dans le couloir. « Vous avez changé cette entreprise, Camille. Pas seulement techniquement. Vous avez modifié notre façon de voir. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. » Elle lui répondit sans détour, « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez commencé à regarder. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Étienne. Elle synthétisait tout. Camille n'avait pas été créée par les circonstances. Elle avait toujours été là, intacte, cohérente, simplement ignorée. Et désormais, elle était incontournable. Dans les bureaux, sur les forums internes, dans les salles de pause, la présence de Camille n'étonnait plus. Elle faisait partie du paysage, non plus comme une anomalie, mais comme une évidence. Les plus jeunes lui demandaient conseil. Les plus anciens, même à contre-cœur, reconnaissaient son rôle déterminant. La réaction de l'équipe, dans sa diversité, reflétait la complexité du changement. Certains s'adaptent,
D'autres résistent, mais tous, à leur manière, finissent par évoluer. Et au cœur de cette transformation, Camille avançait. Non pas pour prouver sa valeur, mais pour construire. Pour montrer que le savoir n'a ni uniforme, ni étiquette. Et que parfois, la plus grande révolution commence par un simple regard, enfin posé, là où personne ne regardait. Le changement de statut de Camille Moreau, au sein de la Tech Media, fut une transition autant symbolique que concrète. Passer de l'invisibilité fonctionnelle à la reconnaissance officielle nécessita bien plus que l'octroi d'un bureau et d'un titre. Il s'agissait désormais de s'ancrer dans un nouveau rôle, dans une équipe où elle n'avait jamais été perçue comme une semblable. Si les premières semaines furent marquées par une curiosité mêlée de respect, la réalité quotidienne imposa à Camille un défi plus subtil et plus intime. Prouver que sa place, bien qu'acquise par le mérite, pouvait se consolider par la constance, la méthode et l'apprentissage renouvelé. Car elle le savait, 2 années d'études interrompues ne suffisaient pas à couvrir l'ampleur des connaissances modernes en ingénierie avancée. Si son intuition, sa capacité d'analyse et son expérience empirique avaient permis de débloquer Novalink, il lui fallait désormais maîtriser les outils, les langages, les méthodologies actuelles. Elle ne pouvait se contenter d'être brillante. Elle devait aussi être rigoureuse, crédible à chaque niveau de la chaîne technique. Et pour cela, elle recommença à étudier. Tous les soirs, après ses journées passées en réunion et en atelier, elle se replongeait dans les livres, les manuels numériques, les cours en ligne qu'elle suivait discrètement sous un profil anonyme. Elle n'attendait aucune validation extérieure pour entreprendre ce chemin. Elle le faisait parce que cela faisait partie de son éthique. Son poste, bien qu'inhabituel, n'était pas un aboutissement. Il n'était qu'un pont vers une pleine légitimité qu'elle voulait mériter à chaque instant. Étienne Giraud, sensible à cet engagement, lui proposa un plan de formation individualisé qu'elle accepta sans hésiter. Ce plan comprenait des modules internes de la Tech Media, des cours certifiants externes et l'accès à des mentors techniques au sein de l'entreprise. Camille choisit cependant de suivre le parcours sans favoritisme, refusant toute exception ou traitement privilégié. Son quotidien était structuré comme une double vie. La journée, elle participait aux travaux de l'équipe Novalink, posant des questions pointues, reformulant des hypothèses, rédigeant des rapports techniques. La nuit, elle redevenait étudiante, absorbant les connaissances avec la même intensité qu'elle mettait jadis à résoudre les équations sur les bancs de l'université. Elle tenait un carnet personnel dans lequel elle récapitulait ses progrès, ses doutes, ses découvertes. Ce carnet devint rapidement plus épais que son ancien cahier d'étudiante, preuve silencieuse d'un esprit en perpétuelle expansion. Ce retour à l'apprentissage, loin d'être perçu comme une faiblesse, inspira plusieurs de ses collègues. Certains ingénieurs plus jeunes, impressionnés par son humilité et sa discipline, décidèrent eux aussi de se former à de nouveaux langages de programmation ou de revoir certaines bases négligées. Le service des ressources humaines lança une initiative baptisée Reboot, destinée à encourager les formations croisées entre départements. Pour beaucoup, Camille était devenue le catalyseur d'une culture d'amélioration continue, où la connaissance ne dépendait plus uniquement des titres, mais d'un engagement réel envers le savoir. Dans son propre service, elle mit en place un mini-groupe d'études informel, où elle invitait quiconque le souhaitait à venir discuter d'un thème technique chaque semaine. Ces rencontres, d'abord modestes, attirèrent rapidement l'attention. Des techniciens de divers services, des développeurs juniors, mais aussi des responsables plus expérimentés y participèrent. L'atmosphère y était détendue, mais rigoureuse. Camille animait sans dominer, posait des questions sans imposer, et partageait son point de vue avec précision mais sans prétention. C'était une école sans mur, née de la passion brute d'une femme pour qui chaque donnée, chaque formule, portait en elle une promesse de solution. Au sein du projet Novalink, son influence devint progressivement plus stratégique. Elle ne se limitait plus aux corrections ou à l'optimisation des modèles existants. Elle proposait désormais des pistes d'évolution pour la phase post-lancement, suggérant des structures adaptatives capables de résister à des charges variables et même des passerelles vers d'autres types de réseaux intelligents. Ces idées furent discutées, débattues, parfois remaniées, mais jamais ignorées. Elle avait trouvé non seulement sa voie, mais aussi son rythme, son espace. Et ce qu'elle apportait ne pouvait plus être réduit à l'étonnement initial de son parcours atypique. Mais cette ascension n'était pas exempte d'obstacles.
Les tensions avec Louis restaient palpables. S'il ne l'attaquait plus ouvertement, son hostilité s'exprimait par le refus systématique de valider ses propositions sans relecture excessive ou par des remarques passives agressives lors de réunions. Camille, consciente de cette dynamique, choisit de ne pas entrer dans le conflit. Elle laissa le temps faire son œuvre, convaincue que la cohérence et la performance finiraient par imposer leur propre autorité. L'un des moments marquants de cette transition se produisit lors d'une présentation devant un consortium international de partenaires technologiques. Étienne proposa à Camille de co-animer la séance aux côtés de l'équipe technique senior. Elle accepta avec réserve, mais prépara son intervention avec un soin méticuleux. Le jour venu, elle exposa une partie du nouveau protocole d'autorégulation thermique de Novalink, utilisant des schémas simples, mais d'une clarté redoutable. À la fin de sa présentation, les représentants étrangers l'applaudirent, visiblement impressionnés. Un délégué allemand déclara même « Voilà la meilleure explication que j'ai entendue sur ce sujet depuis 10 ans ». Camille ne se laissa pas griser. Elle remercia poliment, quitta la salle et retourna à son bureau pour reprendre ses calculs. Mais elle savait que cette reconnaissance, loin d'être une récompense, était un appel à aller plus loin. Sa transition ne serait complète que lorsque plus personne ne serait surpris de la voir à cette place, lorsque son passé ne serait plus une anecdote, mais simplement un parcours parmi d'autres. Et surtout, lorsque d'autres comme elle, oubliés dans les marges, pourraient en suivre ce chemin sans devoir enfoncer les portes par la force du génie solitaire. En cela, la transition de Camille Moreau était bien plus qu'une montée en grade. C'était une leçon vivante sur ce que signifie réellement mériter sa place. La salle principale de la Tech Média était pleine à craquer. Des employés de tous les départements, des invités spéciaux, des investisseurs, des journalistes spécialisés dans la technologie s'étaient rassemblés pour assister à ce qui allait devenir l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'entreprise. Après des mois de développement, de tests intensifs, de recalibrage technique, Novalink allait enfin être dévoilé. Le projet tant attendu, annoncé dès ses débuts comme une révolution en matière de connectivité intelligente, allait franchir la frontière entre le concept et le monde réel. Et au cœur de ce lancement se tenait une femme que personne n'aurait imaginé voir là quelques mois plus tôt, Camille Moreau. La scène avait été préparée avec une sobriété élégante. Pas de spectacles excessifs, pas de lumières extravagantes. Juste un écran géant, une table où reposait le dispositif Novalink dans sa version intégrée et un micro central. Étienne Giraud monta sur scène sous les applaudissements, salua le public, puis entama son discours d'ouverture. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui n'est pas seulement le jour où Novalink entre dans le monde réel. C'est le jour où notre entreprise prouve que l'innovation n'est pas une question de hiérarchie, ni de titre, ni de statut. L'intelligence ne connaît pas de costume, et la créativité n'a pas besoin de bureau d'angle pour exister. » Il marqua une pause, puis tourna légèrement la tête vers Camille, assise au premier rang. « Si Novalink fonctionne aujourd'hui, c'est grâce à une personne qui a vu ce que nous n'avons pas vu. Une personne qui, loin des projecteurs, a révélé que parfois les solutions les plus brillantes viennent de ceux qu'on ne regarde jamais. » Il invita Camille à le rejoindre sur scène. Elle se leva, toujours vêtue avec simplicité, son allure marquée par la même retenue tranquille qu'il avait définie depuis le début. Lorsqu'elle se tint à côté d'Étienne, la salle resta un instant silencieuse, comme saisie par le poids symbolique de sa présence. Elle ne parla pas longtemps. Elle se contenta de dire « Ce projet ne m'appartient pas. Il appartient à toutes celles et ceux qui, chaque jour, travaillent sans qu'on les remarque. À celles et ceux qui, comme moi, ont attendu qu'on leur tende une main. Je n'ai fait que saisir cette main quand elle s'est tendue. » Puis, elle présenta le fonctionnement du dispositif Novalink avec une clarté exemplaire. Elle expliqua comment les systèmes adaptatifs permettaient une communication intelligente entre objets hétérogènes, comment la modulation de signal autorégulé réduisait la latence sans compromettre la stabilité, et comment les améliorations apportées dans la gestion thermique prolongeaient la durée de vie des composants. L'ensemble de son exposé fut salué par des applaudissements nourris, mais aussi par une attention palpable. Chaque mot qu'elle prononçait semblait confirmer que sa place sur cette scène n'était pas un hasard, mais une nécessité. Après la présentation, une série de démonstrations fut lancée. Les appareils connectés via Novalink réagirent en temps réel à des situations complexes, adaptant leurs fonctions de manière autonome,
réorganisant leurs priorités selon des scénarios simulés. Les experts techniques présents, y compris des concurrents anonymes dans la salle, reconnurent la fluidité impressionnante du système. Plusieurs journalistes prirent des notes fébriles. Le nom de Camille, désormais connu du grand public, commençait à circuler sur les réseaux sociaux cités à côté de celui du PDG lui-même. Mais au-delà du succès technique, ce fut l'impact humain de cette histoire qui résonna le plus. Les médias relatèrent non seulement l'exploit d'une solution innovante, mais aussi la trajectoire improbable de celle qui l'avait rendue possible. Des chroniques furent écrites, des portraits publiés, des débats s'ouvrirent sur les réseaux d'entreprises, questionnant la manière dont les talents sont repérés, encouragés, ou au contraire étouffés par des systèmes trop rigides. Plusieurs entreprises rivales contactèrent Camille pour des interventions, des conférences, voire des offres. Elle déclina poliment. Elle n'avait pas terminé ce qu'elle avait à faire à la Tech Media. Dans les mois qui suivirent, Novalink fut déployé progressivement dans plusieurs secteurs clés. Transport, domotique, santé, logistique. Chaque implantation était accompagnée d'un rapport de performance qui validait l'architecture pensée par Camille et l'équipe technique. Les retours étaient unanimes: stabilité exceptionnelle, adaptabilité accrue, coûts énergétiques réduits. Novalink devint une référence. Mais pour Camille, le plus important se passait ailleurs. Dans les couloirs de l'entreprise, elle voyait des stagiaires plus écoutés, des suggestions techniques prises en compte, quel que soit le poste de celui qui les formulait, des profils non conventionnels invités à participer à des groupes de travail. Elle reçut un jour une lettre manuscrite d'une jeune femme, agente de propreté dans une autre entreprise de technologie, qui écrivait « Vous m'avez fait croire que moi aussi, je peux parler ». Dans une interview rare, Étienne Giraud déclara « Ce que Camille nous a appris dépasse la technique. Elle nous a appris à regarder, à écouter, et à admettre que le génie peut porter une blouse ou une combinaison, peut nettoyer une pièce ou réécrire une ligne de code. Le talent, c'est ce qu'on cultive. Le respect, c'est ce qu'on décide. » Camille, elle, continua à avancer sans bruit. Elle poursuivit ses études à distance, publia quelques articles techniques sous son nom, mais refusa toutes les propositions de devenir une icône ou un symbole. Elle préférait l'efficacité à la gloire, le concret à l'image. Elle devint, au fil du temps, un pilier silencieux de la Tech Media, celle vers qui on se tournait dans les moments complexes, celle dont l'avis, exprimé sans éclat, finissait toujours par clarifier les situations les plus opaques. Et chaque soir, en quittant son bureau, elle passait devant l'ancienne salle d'entretien où elle avait passé des années. Elle ne s'y arrêtait pas, mais elle y jetait un regard bref, comme pour rappeler à elle-même que tout ce qui avait changé avait commencé là, dans l'invisible, dans l'indifférence, et que désormais plus rien ne serait jamais ignoré de la même façon.